Comme vous l'avez vu, le thème général, c'est la mondialisation. Est-ce que l'avenir des affaires sera plurilingue? Nous allons commencer par effectivement Claude Agege, qu'on ne présente plus, hein. Je pense que vous le connaissez tous, un éminent linguiste, un homme de conviction, hein, qui est réellement attaché à la culture française, pourfendeur de l'anglais à ses heures, comme un vecteur de la pensée unique. Donc, selon vous, Claude Agege, est-ce que vraiment l'avenir des affaires pourra être plurilingue? Est-ce que vous pouvez nous renseigner là-dessus? Bien, vous voulez une réponse ponctuelle ou un discours? Un discours. Bien, je ne peux rien combiner d'estimable autrement que debout. Par conséquent, je me lève et je ne peux pas rester assis. Je ne sais pas si on a fait exprès, mais on a sans aucun doute suscité un immense plaisir chez moi en mettant à l'entrée de cette salle les inscriptions أهمية تعدد اللغات في مؤسسات في نطاق العولمة également多元化语言的未来 et également negocios globales será el mundo multicultural. Ces inscriptions en arabe, en chinois, en castillan me font un immense plaisir au fou des langues que je suis depuis la toute petite enfance. Et naturellement, la folie des langues, étant donné le monde contemporain et l'oppression insupportable de l'anglais, entraîne non pas une hostilité viscérale contre l'anglais en tant que tel. Quand on aime les langues, on les aime toutes, évidemment. C'est moins l'anglais en tant que tel, bien que je ne trouve pas que ce soit une très jolie langue. Le russe, que vous avez oublié, c'est une beaucoup plus belle langue quand on connaît le russe. Mes étudiants me disent souvent, mais écoute, tu sais bien, l'anglais c'est très joli. Je dis, mais tu dis ça parce que tu n'as jamais rien entendu d'autre. Évidemment, quand on est investi, envahi de tous les côtés d'anglais, on n'a aucun point de comparaison. Mes étudiants, s'ils entendaient un peu de russe, un peu de hongrois, très belle langue. Et puis les russes et les hongroises. Ou de l'arabe, ou de l'hébreu, ou du grec moderne, ils verraient d'autres, ou japonais, et d'autres beautés que celles de l'anglais qui, moi, ne séduisent pas spécialement mon oreille, et ainsi depuis toujours. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est moins l'anglais en tant que tel, bien sûr, quand on aime les langues, on les aime toutes, qu'à son statut que j'en ai. Et ce statut, eh bien, il a été signalé à mon attention, paradoxe s'il n'en est pas un, par des amis américains. Car ce sont eux qui m'ont inspiré d'écrire contre la pensée unique. Ce sont eux qui sont au sein même de la forteresse, qui m'ont convaincu d'écrire quelque chose, de me battre en me disant « Comment peux-tu continuer à laisser cette langue dont la diffusion mondiale est déplorée par les puristes de Oxford, de Great London ou de Washington ou de Detroit, Chicago, les endroits réputés comme ceux où on parle l'anglais ou l'américain le plus pur, entre gros guillemets. Comment peux-tu continuer à laisser cette langue opprimer le monde entier? Il faut évidemment se battre non contre l'anglais, car je ne suis pas quelqu'un qui se bat contre quelque chose, je me bats pour quelque chose, et je me bats pour la diversité. Tuoyanhua, dit-on en chinois, c'est ce qui est écrit dehors, c'est-à-dire la diffusion partout des formes nombreuses. C'est ça que dit mot à mot le mot en mandarin. Eh bien, cette diversité, c'est quelque chose qui est directement et gravement menacé par la prétendue mondialisation. Un ami, un Américain encore, qui, du sein de la forteresse, sait très bien de quoi il parle, me disait il y a quelques années, tu sais, je vais te révéler quelque chose que je ne dirais pas volontiers à quelqu'un qui ne me soit pas très proche, c'est un ami proche. Un jour, allant à une réunion des famous alumni, alumni c'est le mot latin, alumni, les élèves, prononcé à la manière affreuse de l'anglais, alumni, c'est-à-dire ce sont les agapes qui très souvent réunissent des gens qui célèbrent leur ancienne proximité d'étudiants dans une grande université. Il s'agissait en l'occurrence de Harvard, une grande université de Boston, ou de Cambridge, sa banlieue. Quelquefois, je m'amuse à dire, est-ce que c'est Boston qui est la banlieue de Cambridge plutôt? Enfin bon, quoi qu'il en soit, ils se réunissent volontiers, ils s'habillent en blue jean et en chemise à carreaux, mais ce sont de très 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 hauts responsables de la haute politique américaine. Personne n'écoute ce qu'ils disent. Cet ami a été admis, je ne sais comment, à entendre un discours, si je puis le dire en anglais, puisque cette langue affreuse est répandue partout, which was not meant for outsiders, which was not meant for outsiders, qui n'était pas destiné à des étrangers. Et qu'est-ce qu'il a entendu?
Eh bien, il a entendu, et me l'a rapporté, ces gens entre eux dire « Globalization is us ». Voilà ce que l'on dit dans les très hautes sphères aux États-Unis. Je rapproche ça de quelque chose que disait le très grand économiste américain, lui aussi, bien sûr, ce sont eux les plus éclairés, s'ils savent de quoi ils parlent, à savoir Galbraith, qui disait la mondialisation, dont se gargarisent tant d'innocents, est un concept sans aucun sens, inventé par le gouvernement américain au moment du début de son déclin, afin de renforcer son pouvoir dans les États où il commençait à être de moins en moins présent. C'est ça, mesdames et messieurs, la mondialisation dont on se gargarise tellement. En français, contrairement à globalization, nous avons deux termes. La globalisation, c'est autre chose. De celle-là, on peut considérer, à juste titre, qu'un certain nombre de pays, notamment des pays jusque-là pauvres ou dans des situations précaires économiquement, ont tiré quelques profits parce qu'elle a donné à leur commerce, elle a donné à leur culture, à leur langue, un certain éclat ou en tout cas un début d'essor, de développement. Voilà, mesdames et messieurs, la façon dont je crois devoir présenter les choses. Par ailleurs, cette langue, que je considère comme porteuse, comme vectrice d'une pensée unique, elle l'est dans la mesure où elle est susceptible de formater beaucoup, gravement, diront les plus pessimistes, les esprits. Voici quelques exemples très simples. En anglais, surtout américain, on parle de whistleblower, quelqu'un qui souffle dans un sifflet. Ça veut dire quelqu'un qui va vite dire à la police si devant lui, au volant de sa voiture, un autre automobiliste a fait une contravention à la loi, a transgressé l'usage, va vite dénoncer cet individu à la police. Il souffle dans un sifflet, c'est-à-dire qu'il est tout simplement un délateur. Bon. En France, où pourtant très souvent on est aussi très attaché à la loi, les Chinois nous appellent Faguo, et le pays de la loi en chinois. En France, on a quand même un esprit différent. Si un automobiliste voit devant lui quelqu'un faire une erreur, il pourra peut-être, si tous les deux s'arrêtent, lui dire « Attention, il y a la police de l'autre côté, tu as intérêt de cacher ». Aux États-Unis, il est civique et légal de dénoncer. Ce n'est pas considéré comme une vilainie, ce n'est pas considéré comme amoral, c'est un acte de civisme. Bon, ce type de pensée est totalement étranger à un grand nombre de filiations, notamment à celle des pays latins, dans une large mesure l'Italie, l'Espagne et dans une certaine mesure aussi la France. Un autre exemple, on parle volontiers de loser en anglais. Qui est-ce? Mot à mot un perdant. Bon, quelqu'un qui perd, qui ne réussit pas dans une entreprise, peut parfaitement ensuite se reprendre et entreprendre quelque chose d'autre. Ce n'est pas pour cela qu'il doit perdre le sommeil et être disqualifié pour toujours. En anglais, loser a un sens extrêmement fort et violent. Le bonhomme qui est ainsi taxé, ainsi étiqueté, bonhomme ou la bonne femme, c'est quelqu'un qui est considéré, même s'il ou elle n'a eu qu'un seul échec, comme abonné aux échecs, et par conséquent, dans une large mesure, comme devant perdre l'espérance de jamais réussir. Cette notion, fondée sur un culte du succès, typiquement américain, nous est totalement étrangère. Je n'ai nullement l'intention de m'inféoder à ce type de pensée, et c'est celle que véhicule la langue, évidemment. Encore un dernier, on dit très volontiers en anglais, surtout américain, « Why aren't you happy with this? I'm very happy with this breakfast. » En français, le mot heureux ne peut pas être employé comme ça, à tout bout de champ, pour dire qu'on est heureux d'un petit déjeuner ou qu'on demande à quelqu'un pourquoi ne suis pas heureux de cela. En français, le mot heureux a un sens beaucoup plus plein, il a un sens moral, il a un sens psychologique, il peut même avoir un sens, à la limite, métaphysique. En anglais, par une sorte de dévaluation qui n'est pas sans lien, je ne vais pas entrer dans le détail parce que je n'ai pas le temps, avec la culture américaine, happy, totalement descendu de son socle, de son piédestal, de mots indiquant un état de haute spiritualité, finalement, signifie content, dans n'importe quelle circonstance où on est content. Je n'ai pas l'intention de m'inféoder à ce genre de culture qui est une déculturation. Naturellement, les élites américaines et britanniques, qui sont mes inspirateurs, sont totalement de cet avis et considèrent que cela rend un très très mauvais service à l'anglais. Bien, alors quelle est l'incidence de tout cela sur nos assises aujourd'hui? Eh bien, il est totalement faux de croire que d'autres langues que l'anglais n'aient pas un avenir très brillant dans les affaires commerciales. Il suffit de le vouloir et par conséquent de respecter leur vocation internationale. Ces langues sont au moins 3, sinon 4. Il y a l'espagnol, il y a le portugais, il y a le français, et puis depuis peu, il y a le chinois. Les Chinois sont entrés dans la compétition. Pékin
subventionne à grands frais, aujourd'hui 1450, et ça augmente d'année en année, Confucius Shui Yuan, Confucius Shui Yuan, c'est-à-dire Institut Confucius, c'est-à-dire des endroits. En France, il y en a 15, rien qu'en France, dont un, j'ai visité il n'y a pas longtemps, à Arras. Bon, Arras, ce n'est pas une ville immense, mais elle a son Institut Confucius, rattaché à l'université d'Artois. Eh bien, on y enseigne le chinois. Le chinois n'est pas une langue très difficile. Il n'a pas de conjugaison, pas de flexion, pas de déclinaison. Quand on dit qu'il est difficile, c'est parce qu'on confond l'écrit et le parler. Le chinois parlé n'est pas une langue difficile. Le chinois écrit, les caractères, autant de caractères différents que de mots, ça, c'est très difficile. Mais l'écriture est quelque chose que nous, les linguistes professionnels, nous considérons comme marqué par sa totale extériorité par rapport à la langue. Pour deux raisons. D'innombrables populations sont analphabètes dans des pays qui ont un alphabet ou un syllabaire ou des caractères, et d'autres tribus, d'autres usagers de langues tribales ou régionales n'écrivent pas parce que leur langue n'a pas d'écriture. Est-ce que cela les empêche d'être des humains? Sont-ils moins des humains pour cette raison? Bien sûr que non. L'écriture est donc quelque chose de totalement extérieur, et contrairement à l'erreur que fait souvent le grand public cultivé, l'écriture n'est en rien la langue. Elle la note, c'est tout. Et le plus souvent, depuis très peu, en tout cas, depuis une date humaine que l'on peut retrouver. Donc, l'écriture chinoise est très complexe. Ce sont des caractères. Au début, ce qu'on appelait Jiakuwen, c'est-à-dire la littérature sur carapace de tortue, qu'on a retrouvé, et qui, dès la deuxième année, dans les instituts Confucius, les Confucius et Shui Yuan, s'enseignent déjà. Les Chinois n'ont aucun complexe. Autrement dit, la partie très difficile de leur langue, sa notation graphique par caractère, ils l'enseignent aussi. Bon. Quant aux Portugais, quant aux Espagnols et quant aux Français, ils sont usagers de langues à très ancienne vocation mondiale. Dans le cas du Portugal, le Portugal, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est ma façon très rapide, un peu caricaturale de voir la chose. Le Portugal, pays pas très riche, qui doit beaucoup à son intégration à l'Europe, car quand on entre dans l'Europe, comme vous savez, on reçoit de très importantes subventions. Donc Lisbonne y a beaucoup gagné. Le Portugal n'est pas un pays très riche, a une industrie peu développée, ou en tout cas, si elle commence de développer, c'est grâce à son entrée dans l'Europe. Qu'est-ce que c'est le Portugal pour moi? Encore une fois, très caricaturalement, c'est un pays qui, à un moment de son histoire, a eu des navigateurs de génie. C'est ça l'histoire du Portugal. Et par conséquent, il a porté sa langue, il a porté le lusitanien, le luso-portugais aux antipodes. Deux immenses États africains au sud, l'un à l'est, l'autre à l'ouest. L'Angola et le Mozambique parlent en portugais officiellement. Ils ont d'autres langues, évidemment. Ils ont le Sesotho, ils ont le Luya, ils ont le Zulu, ils ont le Xhosa, consonne africaine, le Xhosa est la langue de Nelson Mandela. C'est une importante langue, bantou. Il faudrait apprendre à articuler les sonorités que nous appelons injectives. C'est ça la beauté des langues, elles ont des sons extraordinaires. Ce qui est bruit dans une langue est son dans une autre langue. Dans l'école, l'amour et l'apprentissage des langues, c'est une école d'antiracisme et d'amour des gens et de leur altérité. L'américanisation du monde ne peut pas favoriser l'altérité, bien sûr. Les anglophones les plus conscients le savent parfaitement. Il n'y a que les gens d'autres pays, et singulièrement les gens de ce pays. Paradoxalement, la France, aujourd'hui, il suffit de regarder autour de soi, le pays où on aime le moins le français. Allez voir les Québécois, les gens de Suisse romande, les gens de Belgique wallonne, les gens d'Afrique du Nord, les gens d'Afrique subsaharienne, les gens du Liban, les gens de Roumanie. Je cite des coins d'ancienne francophilie, sinon francomanie. Ils aiment bien plus le français que les gens de France, qui ne rêvent que de s'américaniser. Stupides ignares. Mais enfin, je ferme cette parenthèse. J'ai une explication, néanmoins. Je ne veux pas paraître trop agressif. Il y a une raison, à la fois psychologique et économique, à ce rêve d'américanisation de tant de francophones de France, puissants, riches, souvent à la tête de grandes entreprises. C'est très simple, le processus psychologique, à mes yeux du moins, est le suivant. La France, en dépit des gros problèmes du chômage, des gros problèmes de toutes sortes que rencontre en ce moment le gouvernement de M. Hollande, la France reste, peut-être plus dans le peloton des 5, mais au moins des 10 premières puissances mondiales. La France reste un pays riche, sinon très riche, malgré ces énormes problèmes. Et par conséquent, aux entreprises les plus puissantes, multinationales, souvent d'origine française, l'anglais, qui n'est pas nécessairement en soi une cible d'amour, n'est aimé et imité que comme symbole de la richesse. C'est tout, c'est ça que ça veut dire. C'est l'anglais en tant que signe de la puissance que les francophones de France les plus déterminés à faire fructifier leurs affaires dans la sauvage compétition mondiale que se livrent les entreprises commercialement, veulent promouvoir comme symbole du pouvoir. C'est cela mon explication. Et la raison, la conséquence plutôt, elle est très simple. Je ne veux pas prédire, je ne suis pas prophète, bien que j'ai quelques atavismes, mais je voudrais dire ceci,
c'est que la suprématie actuelle, ou l'hégémonie de l'anglais, pourrait fort bien ne durer que ce que durera le néolibéralisme. Car c'est à lui qu'elle est liée étroitement. À partir du moment où les gens qui multiplient partout, notamment dans ce lieu, je crois, et dans tant d'innombrables écoles, les études de direction, jamais vous ne m'entendez dire management. Pourquoi devrais-je dire management? Il y a direction. Pourquoi devrais-je dire manager? Il y a directeur. Bien, je ferme cette parenthèse de bonne humeur. Eh bien, les gens qui font des études de direction, pour être directeur d'une entreprise commerciale, les font et sont très motivés, déterminés à le faire, parce que nous vivons dans ce contexte de sauvage compétition commerciale du monde. À partir du moment, mesdames et messieurs, je ne sais pas si ça se passera bientôt ou à longue échéance, où les populations de pauvres misérables qui meurent de faim et de travail et de sueur dans la plus grande partie du monde en auront assez de leur situation précaire et par conséquent feront voler en éclats les quelques hautes fortunes qui dirigent le monde, à ce moment-là, pour peu que le néolibéralisme, sans peut-être complètement disparaître, reçoive des coups de boutoir très graves, du coup, celui qui en est le vecteur, à savoir l'anglais, sera aussi une langue en recul. C'est ça que je présente. Et dès lors, les langues que j'ai citées, à vocation mondiale, autres que l'anglais, dont aucune n'a de vocation impérialiste, ni l'espagnol, ni le russe, et je n'ai pas cité le russe, qui est une langue à vocation plutôt régionale que mondiale, mais une immense région, depuis la Moldavie jusqu'aux Bouriates et Mongols des rivages de la mer du Japon. Et bien donc, et puis le français lui-même, toutes ces langues, eh bien, elles auront une plus grande place. Non qu'elles se proposent l'anglais comme cible, elles proposent simplement d'autres choix. Et le choix qu'elles proposent, c'est celui de la diversité. Il n'y a aucune raison que les affaires ne se traitent pas dans les langues à vocation mondiale, et non pas seulement en anglais. L'oppression de l'anglais est dans une large mesure artificielle, elle est le résultat de la répétition de la presse. Là, les médias ne cessent de la souligner, ne cessent de faire état de situations où l'anglais est obligatoire ou exigé pour tout recrutement d'un nouveau poste. Et tout cela, est-ce que c'est seulement vrai? L'a-t-on vérifié? Je demande à avoir des sources, et j'en veux à la presse de faire quelque chose qu'elle fait par vocation, peut-être pas les meilleurs journalistes, mais un très grand nombre, à savoir de susciter le réel à force de le répéter. Vous voyez le procès que je lui fais? C'est une situation bien connue. Les journalistes les plus conscients le savent parfaitement. Les autres sont des nuls, l'ignorent et en profitent. Enfin bon, j'arrête de polémiquer. Donc dans cette situation, la place existe à la diversité. Il n'y a aucune raison qu'on ne négocie pas dans les langues du client en particulier. On a cité beaucoup ce matin la fameuse parole de Willy Brandt à, est-ce qu'elle était à Obama, lui disant If I want to sell you something, I will do it in English. Aber wer du sucht, mir etwas zu verkaufen, musst du das mir in Deutsch verkaufen. Évidemment, je veux bien te vendre en anglais si tu es anglophone, mais moi je suis germanophone, tu veux me vendre un truc, tu me le vendras en allemand. Mais bien entendu, c'est absolument légitime. J'ai eu vent d'une très grande société française que par pitié, par charité, je ne désignerai pas nommément, qui, voulant négocier une très grosse affaire à Brasilia, va au Brésil, pauvres ignorants, pauvres idiots, et croit réussir en parlant en anglais. Les Brésiliens, furieux, répondent au président de cette société, mais qu'il ignorait, bien sûr, c'était un pauvre ignorant. Vous ne savez donc pas que nous sommes de culture latine, nous aussi? Nous sommes lusophones. Vous comprenez lusophone, qui parle le portugais. Nous sommes lusophones, comme les Portugais, qui sont à l'origine de notre existence coloniale dans le lointain passé. Et donc, vous, francophones, usagers aussi d'une langue romane ou néolatine, vous venez nous parler en anglais. Ils étaient furieux. Et il y a de quoi. Bon, autrement dit, l'affaire ne s'est pas faite. Les Français sont repartis penauds. Tout ça pourquoi? Pour avoir cru qu'ils allaient négocier avec des lusophones en anglais. Absurdité de cette conviction. Donc la place est faite, dans le domaine des affaires notamment, pour la diversité, pour le plus grand nombre de langues possibles. Bien, avant de me taire enfin, et de laisser d'autres parler, je parle de mémoire et d'abondance, mais j'ai quand même quelques notes. Laissez-moi voir si je n'ai rien oublié de ce que je souhaitais vous dire. Avenir économique de la diversité du français, j'en ai parlé. Experts comptables se battant pour que les appels d'offres soient rédigés dans d'autres langues que l'anglais. Je cite les experts comptables dont on m'a parlé, c'est vous qui en avez parlé, je crois, mon cher. On pourrait citer d'innombrables corps de métier qui en ont assez de l'oppression de l'anglais. Langue sans aucune attache, ou plutôt, à fortes attaches, oui,
à force d'attache, est donc pas innocente. La domination de l'anglais, mesdames et messieurs, ne saurait être neutre. Elle ne peut pas être innocente. Deux langues possibles, l'une surtout pour l'Europe, l'autre pour le monde entier, auraient pu être envisagées. L'une, c'est le latin pour l'Europe, l'autre, c'est l'espéranto. Bon, aucune de ces deux langues n'a réussi. Je ne suis pas un amoureux fou de l'espéranto, ou plutôt, j'ai appris beaucoup sur espéranto parce que j'aime bien qu'on m'engueule. Quand on m'engueule, j'apprends des choses. Les espérantistes m'ont violemment engueulé en me disant « Agege, jamais vous ne nous citez, vous ne vous battez pas avec nous ». J'aurais répondu « Je suis un chercheur et pas un militant, messieurs. Mais instruisez-moi, envoyez-moi des bouquins ». Ils m'ont envoyé plein de bouquins, des grammaires et dictionnaires. J'ai donc appris beaucoup de choses sur espéranto et je sais pourquoi il a échoué. Il a échoué alors qu'il était porté par un vent de poupe qui le poussait jusqu'au début du XXe siècle. Il a échoué, cette langue internationale, entièrement inventée de toutes pièces par le docteur Zamenhof du ghetto de Białystok en Pologne, alors occupé par le tsar et ses troupes. Eh bien, il a échoué parce que son dernier congrès historique, ils se réunissent encore tous les 2 ans, mais ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant, c'était en 1905, ici, dans ce pays, à Boulogne-sur-Mer. C'était à ce moment-là quelque chose qui avait un grand espoir. Seulement, que s'est-il passé contre l'espéranto et sa vocation de langue mondiale? Il s'est passé, mesdames et messieurs, qu'en moins de 50 ans, l'Europe puis le monde entier se sont entre-déchirés dans 2 guerres sanglantes. C'est ça notre histoire tragique. Et évidemment, l'espéranto, son échec, plutôt son semi-échec, parce que s'il y a un espérantiste dans la salle, il va me tuer. Il va me dire que l'espéranto n'a pas du tout échoué, mais disons, sa relative infidélité à ce qui était le vœu de Zamenhof, son inventeur, a été la victime de quoi? De ce qu'est devenu, j'espère pas pour trop longtemps, l'anglo-américain, c'est-à-dire un espéranto de facto. Et il est devenu comment? Quand mes étudiants me disent « Oh, écoute, ils m'offrent un disque ou un CD de rock ou de techno ou d'une autre chanson, d'une autre manifestation artistique moderne, et ils voient que j'en suis pas fou, tout en écoutant volontiers. Ils me disent « Mais tu aimes pas tout ça ?» Je leur dis « Mais toi, pourquoi tu l'aimes ?» Mes étudiants me tutoient. Bon, je ne tutoie pas mes étudiants, mais quand ils me disent tu, je ne vais pas répondre par vous, évidemment. Bon, donc je réponds à une fille notamment, moi que c'était une jolie fille, je n'ai pas gueulé, mais je lui ai dit, toi tu aimes ça, mais est-ce que tu veux savoir pourquoi tu l'aimes? Tu ne sais pas du tout pourquoi. Parce que la rançon de l'aide américaine qui a libéré l'Europe du redoutable péril nazi, ça a été le plan Marshall et ça a été une négociation Burns-Bloom, au terme desquels les Américains, qui ne sont pas une société de philanthropie, d'ailleurs pourquoi le seraient-ils? Il n'y a aucune raison, ont imposé à l'Europe, si vous voulez nous remercier de l'aide énorme que nous avons apportée, de tous les Marines qui sont morts pour vous dans le débarquement de Normandie, c'est absolument certain. Les Américains ont fait un énorme sacrifice devant lequel nous devons nous incliner, avec respect. Mais la rançon de ça, c'est l'invasion d'innombrables produits américains. C'est de là que ça vient, bien sûr. Et c'est pourquoi que lorsqu'on dit mondialisation, qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous le mot que je vous ai cité d'un très haut responsable américain, globalization is us, c'est-à-dire la mondialisation. Ça veut dire américanisation, évidemment. Jamais le monde ne s'est autant américanisé que depuis les débuts, les premières décennies de cette prétendue mondialisation. Enfin, je ferme, mais j'en ai déjà parlé. Bon, tout cela pour dire qu'on a affaire ici à une situation, je vous dis, les dernières choses que j'avais notées avec l'intention d'en parler au moins, oui, l'autre langue, c'est le latin pour l'Europe. Le latin, bon, aurait pu être suscité, il ne l'est pas pour l'instant. La seule langue au monde, mesdames et messieurs, à ma connaissance modeste de chercheur, qui ne cite que ce que je connais, qui a d'autres situations que j'ignore, la seule langue au monde qui a été ressuscitée après avoir été une langue morte pendant très longtemps, c'est l'hébreu israélien. Il n'y en a aucune autre. Or, l'hébreu israélien, c'était, en l'an 0 de notre ère, l'an de la naissance de Yoshua de Nazareth, que j'appelle à la juive, jamais vous m'entendrez l'appeler autrement, bien entendu. L'an de la naissance de Yoshua de Nazareth, il était né à Bethléem, mais il a vécu à Nazareth, qui était la ville de sa mère, et donc c'est comme ça que l'appelaient ses contemporains. En quoi parlait-il, Yoshua de Nazareth? En quoi s'est-il défendu devant les rabbins et autorités romaines? Eh bien, dans la langue des Juifs depuis leur retour de l'exil de Babylone, c'est-à-dire, quelle langue? En araméen. Les Juifs avaient abandonné l'hébreu depuis 690, c'est-à-dire depuis, avant l'ère chrétienne, depuis le début de l'exil de Babylone par Nabuchodonosor, à la suite d'un choix malheureux du roi de Judée, qui, dans les conflits entre la Syrie et l'Égypte, avait pris le parti de l'Égypte qui a été vaincue. Dès lors, évidemment, ils ont été punis, le roi de Judée, ses élites, ses notables, ses commerçants, ses aristocrates, ont été exilés à Babylone. 50 ans plus tard, quand Cyrus, le roi de Perse, vainc les Assyriens et se déclare attiré par cette religion de l'Éternel, Dieu des Juifs,
on l'a donné à lire quelques passages de la Bible, eh bien, ils reviennent. Mais entre-temps, ils ont oublié l'hébreu. Et donc, mesdames et messieurs, quand en 1948, à la suite d'un vote de l'ONU, malheureusement déclenchant le départ massif de tous les représentants des pays arabes, hélas, début de ce conflit extrêmement grave et aigu qui sépare des frères, le monde arabe, l'arabe et l'hébreu sont des langues extrêmement proches, n'importe qui les étudie le voit immédiatement. Eh bien, hélas, au début de ce conflit, le monde arabe se dresse violemment contre le petit, jeune et encore très fragile État d'Israël, qui n'est devenu, je ne vais pas faire de propagande, l'État surmilitarisé qu'il est aujourd'hui, que parce qu'on l'y a contraint. Il n'avait pas d'autre choix. Ce n'était pas son choix. Enfin bon, je ferme cette parenthèse pour ne pas avoir l'air de venir ici faire de la propagande pour Israël. Quoi qu'il en soit, on a affaire ici à une situation. Sa langue, je parle donc de ce lieu que je connais en linguistique professionnelle, elle a été ressuscitée. Pourquoi? Parce qu'il était exclu depuis l'exil de Babylone, c'est-à-dire depuis bien plus que les 2000 ans, ou à peu près 2000 ans, depuis le début de l'ère chrétienne, depuis près de 2600 ans, il était exclu de dire les deux choses que je présente parfois à mes étudiants comme étant le signe même qu'une langue est vivante, à savoir « je t'aime » ou « passe-moi le sel ». La déclaration sentimentale, la demande d'un service à table, sont des formules qui font partie de notre quotidien. C'est le tissu de notre vie. Vous aimez une fille, vous êtes une fille, vous aimez un garçon, vous lui dites « je t'aime ». L'admirable déclaration lyrique tellement belle, c'est le tissu de notre vie et de notre survie également, eh bien, vous la faites dans une langue qui est vivante. La demande d'un service à table, passe-moi le sel, vous la faites aussi dans une langue qui est vivante. Il était exclu de demander ça en hébreu. Pourquoi? Parce que c'était devenu la Lachon Kodesh, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire la langue sacrée. Les Juifs ne parlaient plus l'hébreu. Que parlaient-ils? Les langues des gentils, c'est-à-dire les pays dans lesquels, après la destruction du Second Temple par les armées de Titus, empereur romain, en 70 de notre ère, ils avaient été accueillis, entre gros guillemets, il faut voir comment. Mais enfin bon, je ferme cette parenthèse. Quoi qu'il en soit, c'est le seul cas que je connaisse. Le latin pourrait-il, à l'exemple de l'hébreu, être ressuscité? Après tout, pourquoi pas? Le Sacré Collège, c'est-à-dire des cardinaux qui ont élu récemment le pape argentin, ont-ils délibéré en latin? En principe, c'est leur devoir. J'ignore s'ils l'ont fait. Mais l'Église, seul successeur de l'Empire romain, avec une différence énorme. C'est connu ce panthéon tellement amusant, tellement extraordinaire, où les dieux couchent ensemble, sont jaloux, s'entre-détruisent, manipulent les humains pour régler leurs différends. C'était ça le panthéon romain. C'était autrement amusant que les tristes religions monothéistes. Mais enfin bon, je ferme cette parenthèse. Quoi qu'il en soit, l'Église romaine, elle est, dans un contexte tellement différent, le successeur direct de l'Empire romain. Par conséquent, sa langue, exactement comme celle d'Auguste Octave, de César avant lui, d'Adrien, de Marc-Antoine, de tous les grands empereurs, de Marc Aurèle, pardon, de l'Empire romain, c'est le latin. Bon, eh bien, ce latin, probablement, on n'en sait rien parce qu'on n'est pas admis au secret des délibérations du Sacré Collège des cardinaux qui élisent les papes, mais ce latin peut-il être ressuscité? Il n'y a aucune raison. Il y manque quelque chose. Ce qui animait le peuple juif après 2600 ans de diaspora, de souffrance et de persécution et de haine mondiale d'antisémitisme, à savoir un vouloir, une immense volonté. Y a-t-il cela pour le latin? Après tout, peut-être. J'en vois pas les traces, mais c'est possible. Quant à l'espéranto, je viens de vous raconter, les raisons sont l'échec. Par conséquent, et je vais terminer là-dessus, enfin j'espère du moins pour vous, la situation est la suivante. L'anglais, devenu l'espéranto de facto du monde moderne, après tout, je veux bien être souple malgré ma très forte réserve, aurait quelques titres à lettres. Oui, mesdames et messieurs, s'il était neutre, mais il ne l'est pas. Autrement dit, contrairement au latin, pas encore ressuscité, le sera-t-il jamais, contrairement à l'espéranto, les espérantistes pensent qu'il a encore beaucoup de chance, mais bon, ce sont des militants, l'anglo-américain n'est pas une langue innocente. Pourquoi? Raison très simple. Sa vocation mondiale est totalement intolérable. Pourquoi? Parce qu'il est la langue des pays industrialisés les plus riches et les plus puissants du monde. Un point, c'est tout. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada pour la partie non francophone, non québécoise, dans une certaine mesure l'Afrique du Sud. Une langue ainsi définie ne saurait avoir vocation mondiale, car elle n'est en rien une langue neutre. Et par conséquent, vous comprendrez que je la récuse, et je ne suis pas le seul parmi ceux que j'ai cités. Il y a un mouvement général de plus en plus fort de gens qui en ont marre de l'oppression de l'anglais. Ils sont pour quoi? Pour la diversité. Qu'est-ce que c'est la diversité? Mais c'est notre vie, c'est nous, c'est notre existence. En revanche, l'unité, l'uniformisation, c'est notre mort. Je ne vais pas démontrer les esprits
les plus acérés parmi vous le comprennent parfaitement. Qu'est-ce qu'il y a encore que j'ai oublié de vous dire? Je vous ai presque tout dit. Voilà, mesdames et messieurs, j'en ai à peu près fini. Merci de votre patience. Merci beaucoup.